c'est que la première des choses, c'est que le nombre de cas de Covid est en train d'augmenter. Et nous avons tous la clé entre nos mains. Ici, il ne s'agit pas du gouvernement. Nous avons l'habitude de dire tel à tel Makamboyo, tout ça. Ici, c'est nous-mêmes qui devons nous regarder en face et prendre des bonnes décisions. Et parmi ces bonnes décisions, c'est de respecter des mesures de distanciation sociale, de laver les mains, de porter correctement le masque. On n'a pas dit de porter les masques, on a dit porter correctement le masque. Ça veut dire vous assurer que votre masque couvre en même temps votre nez et votre bouche. Ça, c'est très important. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que nous devons tous comprendre qu'aucune femme ne devait faire objet de viol pendant cette période, ni après. Il est important que la RDC, qui a été il y a quelque temps qualifiée de capitale de viol, puisse sortir de ce malheur. Les femmes ont droit à vivre comme nous aussi, nous avons le droit de vivre les hommes. Les femmes doivent se sentir protégées. Et nous devons tous nous lever, hommes, femmes, jeunes, nous lever contre les violences sexuelles. Et pour tous les cas de violences sexuelles, nous devons appeler le 122 pour obtenir les informations. Et pour le reste, sachant que le port de masque ne protège pas contre le VIH, parce que nous sommes en train de célébrer la journée mondiale du VIH. Ça ne protège pas contre le VIH. Pour se protéger contre le VIH, il faut soit s'abstenir des rapports sexuels, soit utiliser le préservatif. Et en même temps, pour tout ce qui est des informations relatives à la santé et la reproduction, qu'il soit pour la contraception, qu'il soit pour le soin d'avortement, c'est mieux de s'adresser à un prestataire formé pour avoir des informations de qualité que d'aller auprès de n'importe qui et d'obtenir de mauvaises informations qui vont vous induire en erreur. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Où en sommes-nous avec la Covid-19? Ce soir, nous allons répondre à 3 grandes problématiques. La première, la perception du danger que représente Covid-19 en RDC. La seconde, est-ce que vivre et mourir face à la Covid-19 signifie la même chose? Et de 3, où est-ce que les gens sont le plus infectés de la Covid-19 en RDC? Et pour en parler, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Dr Jean-Claude Mulunda, expert en santé publique et représentant pays de IPAS. Docteur, nous vous saluons. Bonjour, c'est Florien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes très heureux de venir vous rencontrer dans votre bureau de travail. Nous allons parler nation, nous allons parler santé publique, nous allons parler lutte contre la Covid-19. Docteur, sur les médias, nous avons suivi le professeur Dr Mouyembe, le ministère de la Santé, tous les organes dans la lutte contre la Covid-19 s'alarmaient pour dire que les cas de contamination de la Covid-19 ont repris de plus belle en République démocratique du Congo. Et parmi les facteurs, non-respect et non-application des gestes barrières, et le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, est monté au créneau pour dire qu'ils vont sévir contre tous ceux qui ne respectent pas, qui ne portent pas le masque. Et puis de 2, nos frères et sœurs et les étrangers qui reviennent de l'étranger en entrant par les différentes frontières de notre pays ne s'astreint pas aux gestes de contrôle. Ils sont méchants, ils se fâchent, ils viennent déjà avec leurs tests. Docteur, de vous à nous, quel est votre sentiment après tous ces efforts dans la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, que l'on puisse être informé qu'il y a encore des nouveaux cas de contamination de la Covid-19. Docteur Jean-Claude Mulunda. Merci Séphorien pour la question. Je pense que la pandémie, comme toutes les autres pandémies, on n'est généralement pas préparé d'avance. Il y a des pays qui sont mieux préparés, d'autres qui sont moyennement préparés et d'autres qui ne sont pas du tout préparés. Et la RDC, nous étions, je peux dire, quand même moyennement préparés. Peut-être sur le plan technique, parce que nous avons connu des épidémies d'Ebola qui ne sont pas les moindres, qui ont fait beaucoup de ravages en Afrique de l'Ouest, mais que la RDC a su maîtriser.
Et la coronavirus, la pandémie, nous a trouvés avec déjà l'INRB équipé, pouvant déjà détecter, pouvant faire des tests et tout ça, et tous ces éléments associés à l'engagement du gouvernement pour résoudre le problème ont aidé à ce que nous puissions très rapidement avoir une diminution de cas, et même les restrictions ont été réduites pour que les gens commencent à se mouvoir, ceux qui pouvaient aller travailler puissent aller travailler, et ainsi de suite. Dans beaucoup de pays, lorsque vous suivez les informations, il y a eu cette première vague qui avait conduit effectivement à ce que Kinshasa, au moins une partie de Kinshasa, avait été restreint au mouvement. Mais maintenant, dans le monde, il y a effectivement une deuxième vague dans beaucoup de pays qui est en train de reprendre. Et certains pays sont en train de revenir avec le confinement. Il y a des pays qui ont déjà annoncé le confinement et d'autres ont même déjà confiné. Est-ce que Kinshasa va être à nouveau confiné? Tout dépend de nous. Tout dépend de la discipline de chacun de nous. Tout dépend de ce que nous prenons comme mesure pour nous protéger. Et ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, d'abord au niveau local, nous devons nous le dire, nous n'avons pas la possibilité de détecter tous les cas. La plupart des cas qui sont détectés, soit c'est lorsqu'ils veulent voyager, soit c'est lorsqu'ils manifestent de signes. Or, il y a beaucoup de cas qui sont asymptomatiques, qui ne présentent aucun signe. Certains présentent un rhume banal et ça passe. Et par conséquent, il est difficile de dire qu'il y a deux cas qui ont augmenté. Ils ont augmenté dans la détection, mais peut-être qu'ils étaient là et qu'on ne les a pas du tout détectés. Ça, c'est une des choses qui peuvent expliquer. Mais du moins, ce qui est vrai, c'est que le nombre de cas avait quand même sensiblement diminué. On a vu les résultats de l'INRB qui avaient baissé. Mais aujourd'hui, le nombre de cas est en train d'augmenter. J'ai vu on est déjà 90 et plus par jour. C'est énorme. Il nous faut absolument pouvoir regarder si la population respecte ce qui avait été dicté comme mesure. Vous avez parlé de cas, ce qui se passe à l'aéroport. Je suis passé par là. Je suis passé par l'aéroport. Effectivement, il y a des concitoyens, essentiellement parce que les étrangers, quand ils arrivent ici, tu arrives chez autrui, tu n'imposes pas ta loi. Ils obtempèrent. Mais les Congolais qui vivent à l'étranger ou les Congolais qui vont à l'étranger et qui reviennent n'acceptent pas de faire le test. Ils utilisent des arguments scientifiques. Parce que je fais le test le matin en Belgique, j'ai le résultat, et le soir, quand j'arrive en RDC, je dois faire un autre test. Ça, c'est un autre problème. Et qu'est-ce qui prouve qu'en arrivant, le test sera positif ou négatif parce que je suis contaminé ou pas? Et si je me suis contaminé dans l'avion, est-ce qu'à l'arrivée, le test va être positif? C'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre. C'est vrai, ceci constitue un risque parce que lorsque vous ne faites pas passer par le test et que vous êtes infecté à l'aéroport ou dans l'avion, effectivement, ça représente le risque. Mais la question, c'est de savoir, les gens, ils disent, mais je paye de l'argent d'où je viens et je viens payer où je vais. Pourquoi je fais alors? Pourquoi je fais le test à Kinshasa si je sais qu'à l'arrivée en Belgique, je dois faire un autre? Pourquoi il n'y a pas une loi internationale qui permet à tout le monde de voyager quand il veut, d'aller faire le test là où il arrive? Et c'est ça, les gens ne discutent pas parce qu'ils ne veulent pas faire le test, c'est le coût. C'est le coût. C'est un comportement qui n'est pas républicain, c'est un comportement non patriotique. C'est un comportement à risque. C'est un comportement à risque qui expose les autres. Vous venez de la France, vous venez de la Belgique, vous venez de l'Europe, des États-Unis, mais quand vous arrivez ici et que vous ne voulez pas vous faire checker, vous exposez les membres de famille que vous êtes venus rendre visite. Ou du moins la famille dans laquelle vous revenez, si vous rentrez chez vous. Mais il y a quand même, il faut tenir compte du fait que les discussions tournent autour d'argent. Ce que moi j'ai vu, c'est le problème d'argent. C'est le problème de coût des tests. C'est vrai que la RDC n'est pas le pays le plus cher en termes de tests de Covid. Au contraire, on est parmi les pays les moins chers par rapport aux tests de Covid. Mais c'est souvent cette question. Alors, il faut maintenant que le gouvernement réfléchisse sur les mesures d'accompagnement. Est-ce que nous laissons la population continuer à se battre avec les agents de l'INRB au niveau de l'aéroport à cause des coûts des tests? Ou bien on trouve des mécanismes soit pour réduire un peu, soit pour rendre le test gratuit. En tant que médecin que vous êtes, il y a un problème d'intrant. Cet intrant-là, ce n'est pas gratuit. Est-ce que le coût, par rapport au danger que représente la maladie, doit se discuter? D'où même une question de compréhension.
est-ce qu'il y a cette perception de danger vis-à-vis de la Covid? C'est comme si on n'a pas peur de la Covid-19. C'est comme si la Covid-19, c'était pas un problème, c'est pas un danger. Hein. Devant une parcelle, vous pouvez voir l'inscription, l'effigie d'un chien méchant. La personne a peur d'y pénétrer. Même s'il n'y a plus de chien, on te dirait, il y a 5 ans, ce chien est déjà décédé, mort. Mais là, la Covid-19, on vous dit qu'il y a Covid-19, mais c'est comme si c'est du vent. Comment expliquer cela, docteur? Je pense qu'il y a deux questions en même temps. Par rapport à ce qui est des commodités, des tests de Covid, je pense que ça, c'est le ministre de la Santé et le professeur Mouyembe sont mieux placés pour parler de cela. Je voudrais ici saluer leur engagement par rapport à la deuxième vague qui s'annonce et toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de contenir cela. Je pense qu'ici, il y a une grande responsabilité du gouvernement. Nous ne devons pas vivre comme des personnes qui, à chaque fois qu'il y a un problème, nous devons nous cotiser. Non, nous avons un gouvernement. Il revient au gouvernement de prendre des mesures. Et le Premier ministre a convoqué plusieurs réunions pour prendre des mesures qui permettent à ce que l'on puisse contenir cette vague. Et nous pensons qu'ils vont trouver des solutions. Pour ce qui est des commodités, je pense que le gouvernement lui-même peut mettre la main à la poche, mais il a aussi beaucoup de partenaires qui l'appuient, qui peuvent arriver à cela. Ce n'est pas uniquement sur les contributions de la population qu'on compte arriver à avoir de commodités. Par rapport à la mesure de risque, je pense que, vous savez, le risque, il est lié à quoi? Le risque est généralement lié à la vie et au bien-être. Chaque personne voudrait bien se porter. Chaque personne voudrait vivre le plus longtemps possible. Mais vous savez, il y a une certaine misère dans laquelle la population se trouve et il perd complètement le sens du risque. Allez un peu dans nos communautés, lorsque vous êtes dans certains quartiers, je ne vais pas les citer, peut-être toutes, mais c'est de dire, quand vous regardez ce que la population fait, c'est à quoi ils s'exposent par moment, vous vous dites, allez sur la route de Matadi, voyez comment les femmes montent sur des camions pour essayer, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour eux, vivre et mourir, c'est presque la même chose. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et non seulement ça, la perception du risque, c'est que les gens ne perçoivent pas réellement le risque parce qu'ils se disent, bon, écoutez, de toutes les façons, jusqu'aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui m'ont posé des questions si réellement Covid existe en RDC. Parce qu'ils se disent, si Covid était ici, si on voit ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis, on serait tous morts. C'est assez grave. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de le dire, docteur? Parce qu'ils le font de manière comparative. Hein. Là-bas, à l'étranger, il y a ce qu'on appelle communication de crise qui diffère avec une communication de vente de produits de première nécessité. Toutes leurs grandes chaînes, quand on vous présente les bilans, ça fait froid au dos. C'est parce que nous n'avons pas une telle communication pour présenter réellement ce qu'il y a. Peut-être ils se disent que non. En France... Oui, je pense qu'il y a eu un problème de communication. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu des problèmes de communication depuis le début. Et ça, on l'a dit et on le dira pas assez. Il y a eu des problèmes de communication et la communication n'était pas très claire. Vous savez, je suis médecin et moi, je fais de la médecine. Mais il y a des gens qui n'ont fait que la communication. Et la communication, lorsque vous faites la communication politique, c'est différent de la communication des crises sanitaires. C'est différent que de la communication pour faire le marketing d'un produit. Vous l'avez dit. Et donc, il y a un gros risque. Il y a une manière de présenter les choses à la population et il y a aussi une manière de communiquer pour arriver à appeler les personnes à prendre des comportements responsables. Mais au-delà de cette politique de communication qui a quand même failli quelque part, il y a, comme je le dis, la misère. La population vit dans une misère telle que, quand vous lui parlez de Covid, il pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui pouvaient le tuer, qui ne l'a pas tué. Et pourquoi vous pensez que le Covid devait le tuer? Et donc tout ça, mis ensemble, fait qu'on a une culture de prise de risque. On n'arrive pas à réaliser que réellement, on est exposé à quelque chose qui risque d'emporter des vies. Lorsque vous regardez, nous pouvons dire que c'est difficile de trouver peut-être un masque, c'est peut-être difficile de trouver une solution alcoolique, des choses comme ça. Mais en réalité, lorsque vous observez la population, ils ont des masques. Certains mettent dans les poches, d'autres ils portent, mais ils couvrent uniquement le menton.
Regardez dans le taxi. Quand vous êtes sur un arrêt, tout le monde a un masque, mais personne n'a porté correctement. Et malheureusement, la police n'arrête pas ceux qui ont mal porté le masque. Parce que certains policiers eux-mêmes ne portent pas correctement le masque. Ici, c'est l'occasion de féliciter le général Kassongo pour les mesures prises avec le gouverneur et tout ce qui est en train d'être fait pour pousser les gens à porter les masques. Et c'est malheureux que les gens se sentent obligés de porter le masque parce qu'ils ont peur de la police. Mais la police peut vous arrêter, vous payez 5 000 francs, vous allez au cachot, vous dormez une nuit, vous en sortez vivant. Encore une fois, la Covid, ça tue. Ça peut vous emporter, si pas vous, ça peut emporter un membre de famille proche que vous pouvez contaminer. Il est très important que nous puissions nous protéger. Il est très important que nous puissions prendre conscience et ne pas considérer la Covid comme quelque chose qui est inventé de toutes pièces. C'est une maladie qui existe et qui peut contaminer n'importe qui. Pourquoi les gens ne suivent pas l'exemple du président de la République? Regardez le président de la République, il est tout le temps en masque. Tout le temps en masque. Je me demande quand est-ce qu'il respire sans masque. C'est seulement quand il veut prendre peut-être une photo pour 30 secondes, mais il est tout le temps en masque. Mais si on le considère comme le premier citoyen, pourquoi on ne suit pas son exemple? C'est aussi le cas de certaines autorités. Les députés au Parlement, ils mettent le masque. Et donc, si la population n'arrive pas à mettre le masque, dans la plupart des cas, c'est que les gens prennent excessivement le risque. Il faut maintenant que nous puissions axer la communication sur la transformation d'attitude pour que la population comprenne que la Covid est un gros risque pour chaque individu. Et donc, nous avons le devoir de nous protéger nous-mêmes et de protéger tous ceux avec qui nous entrons en contact. Vous nous prenez de court, nous recevons pour vous, monsieur le représentant pays de l'AIPAS, expert en santé publique, docteur Jean-Claude Moulunda, avec qui nous sommes en train d'échanger autour de la grande question de la lutte contre la Covid-19. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, le ministre de la Santé, les autorités, docteur Mouyembe, tous sensibilisent sur le respect de gestes barrières. Comme l'a dit notre invité sur notre plateau, le président de la République lui-même est exemplaire, il porte son masque. Lorsqu'on le voit à la télévision, il est toujours avec son masque. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, en RDC, nous avons de nouveaux cas et les nombres de contaminés ne cessent de s'augmenter du jour au jour. Nous l'avons appris via les médias, de nouveaux cas de Covid-19 à l'UNIKIN, faculté de la pharmacie, une école dans la ville de Kinshasa où les élèves ont été contaminés. Il y a eu des mesures barrières, il y a eu même confinement de la commune de la Gombe et après, le chef de l'État a levé toutes ces mesures pour dire que nous pouvons retourner à la vie normale, mais en respectant les gestes barrières. Docteur, avec ces nouveaux cas, où est-ce que les gens, la population congolaise est susceptible d'être contaminée? Parce que certaines pensent que c'est plus ceux qui reviennent de l'étranger. Est-ce que dans nos maisons, dans nos églises, dans les voitures, et avec ce phénomène, on a interdit de revenir avec les corps de la morgue dans les maisons, mais il y a des veillées mortuaires où nous constatons, on place juste une photo et les gens se regroupent. Les fêtes, est-ce que dans une fête de mariage, on peut fêter avec masque, manger ces bananes plantées avec masque? Docteur, est-ce que vous pouvez nous sensibiliser sur les différents lieux susceptibles où les Congolais et Congolaises, Quinoises et Quinois, peuvent contracter ou attraper la Covid-19? Je pense qu'il est vrai qu'il y a des compatriotes qui viennent de l'étranger où le nombre de cas est très élevé. Et je me rappelle très bien, lorsque la pandémie est arrivée, on a dit que la pandémie était venue par avion, et ce qui fait un peu la sévérité autour des aéroports et des avions. Je suis complètement d'accord, c'est un gros risque de recevoir des personnes qui viennent des pays où le nombre de cas est plus élevé que chez nous. Et donc, c'est tout à fait logique que nous puissions penser que ces gens peuvent apporter la maladie au niveau du pays. Mais, par là, considérer que
le nombre de cas dans le pays est en train d'augmenter uniquement parce que ces personnes viennent de l'Europe, c'est stigmatisant. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui vivent en Europe qui viennent ici, il y a ceux qui vivent ici qui vont faire des affaires, ils vont à Dubaï, ils vont dans d'autres pays et puis ils reviennent. Je pense que le problème va au-delà. Effectivement, la contamination, on peut se contaminer partout. Mais lorsque vous observez le comportement des Congolais, lorsque vous observez le comportement des Quinois, il y a des endroits où ils sont susceptibles de se contaminer. Et pour moi, je dis toujours, beaucoup de ceux qui se contaminent, vous avez parlé de l'école. Lorsqu'on identifie un cas à l'école, je ne pense pas que c'est absolument à l'école que la personne s'est contaminée et peut s'être contaminée ailleurs. Et comme on n'est pas capable de faire le dépistage de toute l'école, on ne sait pas savoir combien d'enfants exactement sont contaminés. Celui-là, peut-être, c'est parce qu'il voulait voyager ou c'est parce qu'il avait un signe particulier, un symptôme qui a permis à ce qu'on puisse aller diagnostiquer, mais pour les autres, ça passe inaperçu. Et donc, lorsque je viens ici au travail, j'ai toujours mon masque. Lorsque je vais à une réunion, j'ai toujours mon masque. Lorsque je suis en véhicule avec les collègues, j'ai toujours mon masque. Où est-ce que j'enlève le masque? C'est à la maison. Et beaucoup courent le risque de se contaminer à la maison. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le milieu familial, lorsque vous recevez un visiteur chez vous, quand il vient, généralement, la tendance est d'enlever le masque. Quand il arrive, il entre dans la maison de son grand frère, dans la maison de sa grande sœur. Il s'est dit, bon, ici, c'est chez nous. Il ne voit pas en quoi est-ce qu'il va se contaminer dans la maison de son grand frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le masque. Il se salue à la main. Il ne se salue pas avec ses collègues à la main. Mais avec son frère, il peut se saluer à la main. Avec sa sœur, ils peuvent se faire des bisous. Et ça, c'est de risques importants. Beaucoup de gens sont contaminés en famille. Et c'est un risque important que l'on oublie parfois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour tous ceux qui sortent de la famille, tous ceux qui sortent de la maison, il faut les encourager à utiliser les masques. En même temps, les encourager à respecter la distanciation sociale et aussi à laver les mains régulièrement ou à utiliser des solutions alcooliques. Sans oublier les personnels de maison, les bonnes... Toutes ces personnes. Qui viennent, les chauffeurs... Exactement. Et lorsque ces gens reviennent à la maison, c'est la même chose. Toute personne qui ne vit pas avec vous, lorsqu'il vous rend visite, le minimum qu'il garde son masque. Ça n'enlève en rien le fait qu'il est votre petit frère, ça n'enlève en rien le fait qu'il est votre petite soeur. Et j'en vois beaucoup qui vont rendre visite à des personnes de troisième âge. C'est encore pire. Parce que ces personnes, il a été démontré qu'ils sont les plus vulnérables à la Covid. Donc si vous allez vous contaminer soit au marché, soit dans votre travail, soit sur la route ou dans les taxis, et vous allez la rendre visite et que vous ne mettez pas votre masque et qu'elle n'a pas de masque, vous augmentez le risque pour elle d'attraper la maladie alors qu'il n'est même pas sorti. Donc il est important de pouvoir réfléchir 2 fois avant de rendre visite. Mais aussi lorsque vous rendez visite, lorsqu'on vous rend visite, d'utiliser le masque à l'entrée de la maison ou du moins lorsque les visiteurs arrivent, qu'ils aient la possibilité de laver les mains et puis qu'ils gardent leur masque sur eux. C'est important. Et je pense que ça pouvait protéger. Mais en plus du domicile, il y a les églises qui ont réouvert. Il y a les bars qui ont réouvert. Pour les églises, comme moi j'aime bien le dire, généralement les personnes qui fréquentent les églises sont des personnes qui sont les plus soumises possibles. Lorsque le pasteur dit, beaucoup obtempèrent. Mais je peux vous garantir que j'ai vu dans les églises, même là où la discipline, le contrôle est sévère, vous voyez quand même des gens qui, comme ils sont déjà habitués, ils couvrent le menton et ils laissent le nez, la bouche. Je suis étouffé. Exactement. C'est un peu de tout ça. Surtout les femmes, hein, ils vous disent... Mais si vous attrapez la Covid, vous allez vous étouffer davantage. C'est ça le problème. Il faut se protéger. Vous êtes dans une église où il y a 10 000 personnes et vous dites que vous êtes étouffé, vous enlevez le masque. Non. À la limite, à votre place, moi, je sortirai de l'église. Je sortirai, j'irai dehors, je suivrai le culte à partir de dehors. Comme ça, je suis à une distance de 2 mètres des autres et je pourrai, voilà, rester sans masque. Mais si je veux rester au sein de l'église, je garde mon masque. Il y a beaucoup, malheureusement, d'églises qui n'ont pas la possibilité de respecter la distanciation parce que déjà l'église est petite. Il y a beaucoup de gens qui sont même sur la route. Quand vous leur demandez de faire la distanciation, ça pose problème. J'apprécie, j'ai vu beaucoup d'églises aussi qui ont augmenté le nombre de cultes. Mais c'est très difficile aussi de gérer cela. Mais, docteur, nous avons aussi constaté avec les partis politiques différents, marches, ainsi de suite. J'y arrive. J'étais en train de parler des églises. Mais
les églises, ça va encore. Le risque est assez faible parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont regardants. J'ai vu dans les églises où les protocoles passent rang par rang pour s'assurer que chacun a son masque. Et surtout, il l'a bien porté. Ce que ne fait pas la police. C'est ici l'appel lancé à la police. Il ne suffit pas que quelqu'un ait un masque à la main ou qu'il ait couvert son menton. Il faudra qu'on montre à la police comment on porte correctement le masque. Et tous ceux qui n'ont pas porté correctement le masque peuvent ne pas être arrêtés. Je ne demande pas qu'on arrête les gens. Mais moi, je dis, on pouvait ne fût-ce que les interpeller et leur demander de porter correctement le masque. Et porter correctement le masque, c'est couvrir son nez, sa bouche. C'est tout à fait... Vous ne pouvez pas porter en couvrant uniquement votre bouche et laissant le nez et penser que vous protégez les autres. Non. La protection, elle doit être maximale. Vous couvrez la bouche et vous couvrez le nez. L'autre problème qu'il faut gérer, c'est les bars. Les bars ont ouvert. Je ne vois pas les gens dans les bars porter les masques. Et il n'y a pas de respect de sensation sociale. Il n'y en a pas. Ils prennent déjà de l'alcool. Il n'y en a pas. Et plus, oui, plus on boit, plus on perd un peu le contrôle de certains réflexes. On perd le contrôle. Exactement. On commence à rigoler, on se tape les mains, on sursaute les uns contre les autres. Et on se fait goûter de la boisson, on se fait goûter de la viande qu'on est en train de manger, on s'est réjoui. Mais on oublie qu'on peut être en train de s'exposer contre la maladie. Et en s'exposant, tu vas attraper dans le bar, mais ça va aller dans la maison jusqu'à ton lieu de travail, et ainsi de suite. Avec possibilité que si toi tu peux supporter, peut-être ne manifester aucun signe, il y a 2 personnes qui peuvent manifester des signes et qui peuvent aller au-delà, jusqu'à en souffrir, jusqu'à en mourir malheureusement. Et donc, c'est important que l'on puisse aussi, uniquement pas pendant la journée, de suivre ceux qui n'ont pas porté les masques, mais je pense que la police peut faire des patrouilles pour s'assurer que dans le bar, on respecte la distanciation et que les mesures barrières sont respectées, qu'il y a un endroit pour que les gens se lavent les mains, qu'il y a des solutions alcooliques sur les tables où les gens sont en train de manger ou en train de boire. Toutes ces choses sont très importantes et ça peut vraiment aider à réduire sensiblement le nombre de cas. Mais au-delà de tout ça, il y a les marchés. Lorsque vous allez dans les marchés, les mamans qui vendent... Surtout les marchés. Oui, ils n'ont pas de masque. Aucune politique. Ceux qui ont de masques, on ils prend les ont. Taxes, on prélève tout. Mais... Et ça, c'est un gros problème. Il faut absolument qu'on puisse miser sur cela. J'insiste sur le fait que le nombre de cas qui est publié par le comité de riposte n'est pas absolument le nombre réel. Parce qu'on n'a pas fait de dépistage de masse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de la Covid, mais qui ne sont pas connus parce qu'ils ne manifestent pas de signes, mais qui sont potentiellement infectants, qui peuvent infecter les autres. Alors si chacun met correctement son masque, si chacun respecte la distanciation sociale, si chacun lave les mains ou utilise une solution alcoolique régulièrement, nous avons la possibilité de nous protéger. Parce que la suite, c'est quoi? Si aujourd'hui nous ne faisons rien pour stopper cette montée de la 2e vague, le gouvernement va être obligé de confiner encore Kinshasa. Mais c'est ce que la population ne veut pas entendre. Oui, mais on ne va pas être confiné, qui trouve d'autres... Ah oui, mais le gouvernement non plus ne va pas laisser toute la population disparaître. On ne va pas laisser la Covid décimer la population. C'est ça le problème. C'est un contrat social. Vous respectez les mesures barrières, vous vous protégez les autres, le nombre de cas diminue et le professeur Mouyembe ne va jamais demander qu'on puisse confiner. Parce que si aujourd'hui on est 60, 70, 80, 90, la suite c'est quoi? On va confiner, on n'a pas de choix. On doit protéger la population. Ce mot-là, confiner, que les Congolais, surtout les Kinois, ne veulent pas. Voilà pourquoi moi je dis, si vous ne voulez pas qu'on puisse confiner, que votre business ne soit bloqué, s'il vous plaît, respectez les mesures barrières. Mais ça ne s'arrête pas qu'au business. Je vois bien comment les gens sont agités parce qu'on veut fermer les endos, parce qu'on veut fermer les marchés qui sont sur les avenues, parce qu'on veut empêcher les gens d'aller travailler. C'est vrai. Ça va impacter sur le revenu des ménages et sur les moyens de survie. Mais écoutez, le problème, il est simple. Si chacun de nous prend la responsabilité de se protéger et de protéger les autres, le nombre de cas va cesser d'augmenter. Et par conséquent, le gouvernement n'aura aucune raison de confiner. Parce que quand le gouvernement confine, le gouvernement lui-même il perd de l'argent. Parce que chaque fois qu'on travaille, chaque jour que moi je travaille, je paye les taxes à l'État. Chaque jour que vous vendez au marché, vous payez les taxes à l'État. Et l'État vit de ça. Nous prenons la dernière ligne droite dans les échanges. Nous avons remarqué dans cette période de la Covid-19 3 phénomènes. Un taux élevé
de violences basées sur le genre, un taux élevé de viols et surtout un taux élevé de grossesse précoce. Comment expliquer cette situation et comment lutter pour mettre fin à cette situation qui dégrade la femme? Merci pour la question. La question de l'impact de la Covid sur la santé sexuelle et reproductive, elle est cruciale et capitale. Et beaucoup de pays la traitent avec beaucoup d'engagement parce que ça affecte effectivement, comme vous l'avez dit, ça dégrade les valeurs même de la femme. Lorsque une femme s'est fait violer, c'est très dégradant. Et c'est à la justice de sévir, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Il y a un travail qui est fait au niveau communautaire, de la communication, pour changer la mentalité. Il y a 2 campagnes des masculinités positives qui sont organisées par les organisations locales et les organisations internationales pour que les hommes comprennent que la femme n'est pas un objet qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils veulent. Mais aussi, au-delà de toutes ces campagnes de sensibilisation, il y a la responsabilité du gouvernement. Et sa responsabilité, elle a été manifestée par le développement de la stratégie nationale des luttes contre les violences sexuelles. Et cette stratégie qui est portée par la ministre d'État, ministre du genre et famille et enfants, elle retrace au moins l'engagement du pays et de ses partenaires pour mettre fin aux violences sexuelles. Tous ces efforts montrent effectivement que la RDC est engagée pour mettre fin à ce fléau. Mais malheureusement, il y a toujours le nombre de cas qui est en train d'augmenter. Parmi les éléments ou les problèmes qui nous guettent aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne sent pas vraiment la loi être appliquée. Il y a besoin que la loi soit appliquée. Il faut que ceux qui sont à la base de viols ou d'agressions sexuelles puissent être réellement punis et que les punitions qui sont affligées à ces personnes puissent donner la possibilité aux autres d'apprendre et de ne pas essayer. Lorsque vous avez des personnes qui ont été traitées des violeurs et après vous les voyez dans la rue en train de se promener, ça pose des problèmes. Et même lorsque ces personnes ont commis des forfaits, il faut que la police ait des moyens nécessaires pour arriver à mettre la main sur eux. Et ça, c'est très important. Et donc, pour moi, le travail au niveau communautaire, c'est fait. Il faut l'intensifier. Il y a la stratégie nationale qu'il faut vulgariser, qu'il faut disséminer à travers le pays. Et il y a la justice qui doit faire son travail. La justice doit vraiment aider à mettre fin aux violences sexuelles. C'est la seule arme que nous avons. Au-delà de communiquer, au-delà de stratégie, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que les Congolais apprennent qu'on ne peut pas violer une femme et se balader dans la rue. Qu'on finira d'une manière ou d'une autre à mettre la main sur vous. Et quand on met la main sur vous, vous avez 20 ans, 30 ans de prison. Et ça va aider à ce que les gens ne prennent pas ce risque. Mais bien sûr, nous avons besoin de continuer à éduquer la population pour qu'ils comprennent que la femme a ses droits, que l'homme a ses droits et qu'il y a possibilité de vivre ensemble dans l'harmonie sans absolument s'agresser les uns les autres. Pour ce qui est de grossesse non désirée, c'est un problème réel, particulièrement dans les milliers de jeunes. Et dans notre pays, comme vous le savez, il existe le protocole de Maputo auquel la RDC a adhéré et ce protocole donne la possibilité aux femmes d'avoir accès aux services d'avortement sécurisés dans certaines conditions. En cas de viol, en cas d'inceste, en cas de problèmes de santé mentale, en cas de problèmes de santé physique ou en cas de malformation fétale. Ils peuvent avoir accès aux services d'avortement sécurisés. L'implémentation de ce protocole s'est fait lentement, mais il y a des efforts qui sont fournis par tous les ministères impliqués, que ce soit le ministère du genre, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit la société civile, qui font des efforts pour que les services soient disponibles. Et c'est important parce que pendant cette période, le risque est très élevé. Parce que l'accès aux services déjà de contraception pose problème. Il y a beaucoup d'activités communautaires qui se faisaient avant avec les relais communautaires, avec les pères éducateurs, la distribution des préservatifs, qui ont été réduites à cause de la Covid. Maintenant que ces activités sont réduites, ça veut dire que l'accès aussi aux services et à l'information est réduit. Et par conséquent, le risque pour les femmes, jeunes filles, d'avoir
d'attraper des grossesses non désirées est encore élevé. Et lorsque vous êtes dans un contexte où les violences sexuelles augmentent, ça veut dire qu'une femme peut ne pas utiliser une méthode contraceptive parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas de rapport sexuel. Mais, malheureusement, on la viole. Ou peut-être qu'elle utilise une méthode qui est d'usage unique. Il peut s'agir des préservatifs, par exemple. Et le violeur n'utilise pas de préservatif. Et donc, le viol augmente, contribue sensiblement à l'augmentation des grossesses non désirées. Et malheureusement, beaucoup de ces grossesses se terminent par des avortements clandestins avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Il y a des femmes qui perdent leur capacité de reproduction à cause, effectivement, des mauvaises techniques et de mauvais endroits et de mauvaises personnes qui conduisent ces avortements. Et donc, il est très important, aujourd'hui, plus qu'hier, que ces services soient disponibles au niveau des hôpitaux, que les femmes aient accès à l'information. Et aujourd'hui, le monde parle de l'avortement autogéré, que les femmes aient la possibilité d'autogérer les avortements. Parce que, en fait, la question n'est pas de savoir, la question la plus importante, c'est de savoir comment réduire la clandestinité et comment rendre les soins d'avortement des soins de santé. Parce que ce sont des soins de santé. Il est tout à fait inadmissible qu'une femme qui vient à l'hôpital en train de saigner parce qu'elle a tenté d'avorter et que l'avortement n'a pas été complet ou qu'il y a eu des complications et qu'on la rejette, qu'on refuse de lui offrir des services. Certaines ont perdu la vie à l'hôpital. Tout simplement parce qu'on considère que ce qu'elle a fait est mauvais et qu'elle ne devrait pas le faire. Et à cause de la stigmatisation, on refuse de lui offrir les services. Et même dans les communautés, certains n'ont pas été conduits à l'hôpital parce que la famille pense que c'est honteux pour eux de se présenter à l'hôpital et de dire que leur fille avait avorté. Il faut faire très attention. Nous ne pouvons pas laisser les femmes et nos filles continuer à mourir des suites des avortements clandestins. Il est temps que nous puissions, que le gouvernement s'engage à résoudre cette question une seule fois pour toutes. Et que nous puissions améliorer l'accès aux services pendant cette période de Covid. C'est très important, que ce soit pour la contraception, que ce soit pour les soins d'avortement, que ce soit pour la prise en charge des violences sexuelles. Et pour tous ceux qui ont été victimes d'une quelconque violence sexuelle ou une agression, ils peuvent appeler le 122. C'est un numéro vert. Vous pouvez appeler et recevoir les informations sur votre cas et des orientations. C'est très important. Parce qu'il y a des conséquences qu'on peut prévenir. Lorsque une femme a été violée et qu'elle appelle le 122 par exemple, ou rencontre un prestataire qui est non loin de sa maison, dans son quartier, il peut avoir des informations et même des services. Il y a des soins qu'on peut donner pour que si le violeur avait le VIH, qu'il ne puisse pas vous transmettre le VIH. S'il avait une infection sexuellement transmissible, qu'il ne puisse pas vous le transmettre. On peut vous donner des traitements pour ça. On peut vous donner aussi de la pilule d'urgence pour prévenir une grossesse. Ça fait que vous n'allez pas tomber enceinte, même si vous deviez l'être. Et tout ça, c'est fait dans les 5 jours. Donc, si vous allez au-delà, ça devient un problème parce que vous êtes peut-être déjà infecté, vous êtes déjà peut-être enceinte, et maintenant, il faut vous adresser au prestataire pour essayer de trouver une solution. Et je voudrais dire qu'il est tout à fait déconseillé d'essayer, surtout quand on se retrouve enceinte, d'essayer de se débrouiller soi-même. Il faut toujours s'adresser à un prestataire formé ou au moins aller à l'hôpital poser la question pour obtenir de l'aide. Et les prestataires sont sensibilisés à apporter de l'information aux femmes qui se présentent avec ce genre de problème, à ne pas les stigmatiser et surtout à ne pas les rejeter. Parce que les conséquences sont réelles. Lorsque vous la rejetez, elle va essayer d'elle-même à utiliser des produits toxiques et peut-être demain vous ne la reverrez plus, vous allez revoir plutôt son cercueil. Docteur Jean-Claude Mulunda, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tous nos échanges de ce soir dans ce numéro de Genre et Volontariat? Nous savons, avec une nouvelle opportunité, nous allons encore nous recevoir pour édifier notre public sur les questions importantes de la santé publique. Docteur Jean-Claude Mulunda. Ce que nous pouvons retenir de cette émission, c'est que la première des choses, c'est que le nombre de cas de Covid est en train d'augmenter. Et nous avons tous la clé entre nos mains. Ici, il ne s'agit pas du gouvernement. Nous avons l'habitude de dire tel Makamboyo, tout ça. Ici, c'est nous-mêmes qui devons nous regarder en face et prendre des bonnes décisions. Et parmi ces bonnes décisions, c'est de respecter des mesures de distanciation sociale, de laver les mains, de porter correctement le masque. On n'a pas dit de porter les masques, on a dit porter correctement le masque. Ça veut dire vous assurer que votre masque
couvre en même temps votre nez et votre bouche. Ça, c'est très important. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que nous devons tous comprendre qu'aucune femme ne devait faire objet de viol pendant cette période, ni après. Il est important que la RDC, qui a été il y a quelque temps qualifiée de capitale de viol, puisse sortir de ce malheur. Les femmes ont droit à vivre comme nous aussi, nous avons le droit de vivre les hommes. Les femmes doivent se sentir protégées. Et nous devons tous nous lever, hommes, femmes, jeunes, nous lever contre les violences sexuelles. Et pour tous les cas de violences sexuelles, nous devons appeler le 122 pour obtenir les informations. Et pour le reste, sachant que le port de masque ne protège pas contre le VIH, parce que nous sommes en train de célébrer la journée mondiale du VIH. Ça ne protège pas contre le VIH. Pour se protéger contre le VIH, il faut soit s'abstenir des rapports sexuels, soit utiliser le préservatif. Et en même temps, pour tout ce qui est des informations relatives à la santé et la reproduction, qu'il y a soit pour la contraception, qu'il y a soit pour le soin d'avortement, c'est mieux de s'adresser à un prestataire formé pour avoir des informations de qualité que d'aller auprès de n'importe qui et d'obtenir de mauvaises informations qui vont vous induire en erreur. Vous nous avez suivis de partout, un grand merci. Nous avons reçu pour vous, dans ce nouveau numéro de magazine Genre et Volontariat, le docteur Jean-Claude Moulunda, expert en santé publique et représentant pays de l'ONG internationale AIPAS. Respectons les gestes barrières. Le docteur nous a sensibilisés. Si nous tous nous impliquons dans le respect des gestes barrières, nous allons diminuer sensiblement le nombre de contaminations à la COVID-19. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Merci, c'est fort rien.